professeur Lobel l'a dit, on traite ce soir prostate, sein, côlon, parce que ce sont les 3 cancers les plus fréquents. Voilà le nombre de cancers chaque année, en tout cas c'était valable pour 2012. Donc prostate en 1, le sein en 2, tout sexe confondu bien entendu, le côlon en 3, le poumon en 4, et si on parle maintenant en termes de mortalité, eh bien le classement est inverse. C'est le poumon qui est en 1, le côlon en 2, le sein en 3 et la prostate en 4. Pour le côlon dont je vais parler, c'est donc le 3e cancer en termes de fréquence et c'est le 2e cancer en termes de mortalité. Et c'est exactement la même proportion, vous voyez, 12%, 11,9%. Le côlon représente 12% des cas de cancer et 12% des cas de mortalité par cancer. Ces chiffres-là, ce n'est pas tellement intéressant. Le plus intéressant pour chacun d'entre vous, c'est de dire quel est le risque, quel est mon risque individuel de faire un jour un cancer du côlon. Eh bien, ce risque individuel n'a pas changé au cours des années. Que vous soyez né en 30, 35, 40, 45, 50, vous voyez que le risque pour les femmes en rose est resté constant, l'ordre de 2,5%. Et pour les hommes, constant, autour de 4,5%. Ces chiffres-là ont été calculés pour un cancer avant l'âge de 75 ans. Si on devait compter ceux qui apparaissent, et il y en a, après 75 ans, les chiffres seraient un peu plus forts. Retenez que 5 hommes sur 100, 1 sur 20, va faire un cancer du côlon, et 3 femmes sur 100 présenteront un cancer du côlon. Le risque individuel est resté stable depuis, vous voyez, 50 ans. Ça n'empêche que le nombre de cancers n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi? Parce que la population augmente. Individuellement, le risque est le même, mais s'il y a davantage de personnes exposées, bien entendu que le nombre de cancers. Donc il y a une quinzaine d'années, on était à 35 000 cas de cancer du côlon, et aujourd'hui, on est à 42 000, et les projections montrent que si on ne fait rien, si on ne fait pas de dépistage efficace, nous aurons 45 000, 50 000, même si le risque pour chacun reste constant. Alors pourquoi dépister le cancer colorectal? Premièrement, parce que c'est un cancer fréquent, je viens de le dire, j'y reviens pas. Deuxièmement, parce que c'est un cancer grave. Ce n'est pas le plus grave des cancers digestifs. Des cancers d'autres organes ont bien sûr une plus grande sévérité, l'œsophage, l'estomac, le foie, les voies biliaires, le pancréas. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que le cancer du côlon soit un bon cancer, puisque la proportion des patients qui survit 5 ans après le diagnostic est de 55%. La troisième raison, c'est qu'on a peu de moyens de le prévenir. Ce ne serait pas la peine de le dépister si on savait le prévenir, l'empêcher de survenir. Voilà les facteurs qui favorisent le cancer colorectal. Il y a des facteurs génétiques, le fait de manger beaucoup de viande rouge, d'être obèse, d'être sédentaire, d'être diabétique, de fumer, de boire de l'alcool, d'avoir une flore intestinale peut-être particulière, chacun la sienne, d'avoir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite, voilà des facteurs qui exposent au risque de cancer colorectal. Mais pour le prévenir, le plus intéressant est de connaître les facteurs qui protègent. Ce n'est pas spécifique du cancer colorectal de dire que 5 rations de fruits et légumes par jour diminuent le risque de cancer, c'est aussi valable pour le côlon, l'ingestion de produits laitiers, de poissons, de faire de l'exercice physique, de contrôler l'inflammation des gens qui ont une maladie inflammatoire intestinale et de prendre de l'aspirine à faible dose. Les gens qui doivent en prendre pour une raison cardiaque, cardiovasculaire, on sait qu'ils sont moins à risque de présenter un cancer du côlon. Est-ce que pour autant il faut recommander l'aspirine à faible dose à tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin pour des raisons cardiaques? Pour l'instant, c'est non, parce qu'il y a aussi, bien entendu, des inconvénients, des effets secondaires, et notamment des accidents hémorragiques, des hémorragies digestives, des accidents hémorragiques cérébraux.
Donc pour l'instant, il n'y a pas de recommandation pour mettre tout le monde sous aspirine à partir de 50 ans. Il y a peu de moyens, je le disais, de prévenir le cancer colorectal hors coloscopie. Si j'avais parlé comme ça devant un public de gastro-entérologues, j'aurais déjà reçu des pommes et des oranges à la figure. Parce que on connaît quand même la cancérogénèse colorectale. Ça part d'un polype. Le polype grossit et le polype peut devenir un cancer. Mais sur 1000 personnes qui ont un adénome, un polype, il n'y en a que 100 qui auront un polype qui va dépasser la taille critique d'1 centimètre. Et sur ces 100 personnes, il n'y a que 25 qui feront un cancer. Donc on parle de 1000 adénomes, de 1000 polypes, et on arrive à 25 cancers. C'est un message rassurant pour dire que tous ceux qui ont des polypes ne feront pas de cancer, mais comme on ne sait pas parmi ceux qui ont des polypes lesquels feront des cancers, on est obligé de suivre toutes les personnes qui ont présenté des adénomes. Alors, puisqu'on et trouver un adénome, resséquer un adénome à la coloscopie qui aurait pu devenir un cancer, fait que l'on prévient la survenue du cancer. Alors vous allez me dire, mais il est en train de faire un plaidoyer pour la coloscopie pour tous. C'est ce qui est fait en Allemagne depuis 10 ans. Dépistage de masse par coloscopie, recommandé et remboursé par l'assurance maladie allemande tous les 10 ans à partir de l'âge de 55 ans, et c'est en vigueur en Allemagne depuis 2003. Mais quel est le résultat ? C'est bien de dire qu'il faut faire, mais est-ce qu'on fait ? Est-ce que les Allemands font ? Eh bien, vous voyez, après 10 ans, il y a seulement 20% de la population allemande, de la population cible, hommes et femmes de plus de 55 ans, comme je l'ai dit, qui a participé au dépistage. Malgré ce taux relativement faible de participation, ceci a quand même permis de diagnostiquer, de dépister 40 000 cas de cancer, et en enlevant tout un tas de polypes, et en utilisant un modèle mathématique, ils ont pu estimer que 180 000 cas de cancer avaient été prévenus par ces coloscopies et l'ablation de polypes lors des coloscopies. Dernier argument, pourquoi dépister le cancer colorectal ? Eh bien parce que le dépistage, quelle qu'en soit la méthode, est efficace pour réduire la mortalité par cancer colorectal, et je peux le dire, est coût efficace, je ne reviendrai pas forcément sur le coût efficace. Le coût thérapeutique d'un cancer évolué, métastatique, avec les chimiothérapies ciblées qu'on connaît aujourd'hui, ça peut dépasser 30 000, 40 000, 50 000 euros. Donc il vaut mieux mettre de l'argent dans le dépistage, ce sera toujours moins cher que de traiter des cancers évolués. En France, on ne recommande pas la stratégie allemande dont je viens de parler. En France, la stratégie de dépistage du cancer colorectal est basée sur le niveau de risque. Il y a des personnes qui sont à risque très élevé de cancer car dans leur famille, il y a une maladie qu'on appelle la polypose ou un syndrome de Lynch. C'est des maladies héréditaires, il y a un gène qui est muté et la mutation se transmet de génération en génération. Et quand vous avez un gène muté, vous êtes à fort risque de développer la maladie. Et donc forcément que ce n'est pas de l'hémocculte qu'on va vous proposer, mais c'est des consultations d'oncogénétique et c'est des coloscopies avec coloration, chromocoloscopie. Je n'ai pas le temps de rentrer bien sûr dans le détail de toutes ces maladies. Et ça explique moins de 5% des cancers. Mais le risque est très élevé. Chez ces gens qui ont des polyposes ou un syndrome de Lynch, le risque de voir apparaître un cancer, c'est de l'ordre de 70 à 100%. Deuxième catégorie, le risque élevé, qui explique environ 15% des cancers tout venant. Vous êtes à risque élevé de faire un cancer si vous en avez déjà fait un, antécédent personnel de cancer colorectal. Vous pouvez en faire un deuxième. Si on vous a enlevé des adénomes, des polypes dont je parlais tout à l'heure, même si la majorité des gens ne feront pas de cancer, comme je l'ai dit, mais un sous-groupe en fera.
Si vous avez dans votre famille un parent au premier degré, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, voire enfant, qui a fait un cancer colorectal ou à qui on a enlevé un gros polype, c'est-à-dire supérieur à 1 cm, à l'âge de moins de 65 ans. Donc père, cancer du côlon, moins de 65 ans, ou mère, moins de 65 ans, les apparentés de premier degré doivent bénéficier de coloscopie et pas d'hémoculte. Est-ce que c'est fait? C'est mal fait. C'est 40% de la population française qui est dans ce groupe à risque élevé, qui a un parent qui a fait, qui sait en général qu'il faut faire, et qui fait seulement dans 40% des cas. Si vous avez une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, Crohn, RCH, vous devez avoir des coloscopies régulières à des rythmes qui ont été redéfinis l'année dernière. C'est des histoires de spécialistes, c'est un peu compliqué. C'est des coloscopies soit tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, en fonction d'un certain nombre de critères. Bref, cette colonne ici du milieu, c'est toutes les personnes qui ont un risque dit élevé et qui doivent avoir un dépistage par coloscopie. Si vous n'êtes pas dans la colonne 1 ou dans la colonne 2, vous êtes à risque standard de présenter un cancer colorectal. Entre parenthèses, si vous êtes obèse, sédentaire, vous fumez et vous buvez, vous n'êtes peut-être pas si à risque standard que ça. Et peut-être qu'un jour, on en tiendra compte. Pour l'instant, on n'en tient pas compte. On dit qu'on est dans un groupe à risque moyen qui explique la survenue de 80% des cancers et qui fait que 5 hommes sur 100 font un cancer colorectal et 3 femmes sur 100, comme je le disais tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, c'était l'hémoculte tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. C'est quoi le bilan? Alors, avant de faire le bilan, il faut rappeler qu'il a débuté ce dépistage en 2003 dans 10 départements, dont l'Ille-et-Vilaine, qu'il est généralisé en France depuis 2008 sur tout le territoire, mais qu'aujourd'hui, le bilan qu'on en tire est très mitigé, parce que la participation en France est insuffisante, 30%, 42% en Ille-et-Vilaine pour les dernières campagnes. Les performances du test sont très limitées. Vous allez me dire, mais vous le saviez au départ. Pas tant que ça. On pensait que c'était mieux que ça. L'expérience nous a montré qu'on était un petit peu trop optimiste. On pensait qu'on trouvait 50% des cancers, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Aujourd'hui, on est plutôt entre 30 et 40% de cancers détectés. Ça veut dire que pour les gens qui font le test, on en loupe quand même plus d'1 sur 2. Le dépistage par hémoculte a permis de diagnostiquer en France 4000 cancers par an. Or, je vous ai dit qu'il y en avait 42 000, donc on voit bien qu'on ne dépiste que même pas 10% des cancers. Donc un bilan très mitigé, lié à une participation insuffisante. On avait dit qu'il fallait faire plus de 50%, et 2, à une efficacité limitée du test. On a mieux aujourd'hui, ça fait 4 ans que l'HAS dit qu'il faut passer au test immunologique, et on vient seulement de le passer depuis la mi-avril 2015. On a un test plus simple. Un prélèvement de sel. L'hémoculte, c'était 3 selles consécutives avec 2 bâtonnets par selle. Bref, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Là, vous faites la selle, vous raclez un petit peu avec ça, vous mettez dans le tube, vous fermez, vous mélangez parce qu'il y a du liquide, mais si vous l'ouvrez et que vous l'inversez, ce ne sera pas sur vos chaussures, il n'y a pas de problème, vous ne le perdrez pas. Donc, vous le mettez dedans, vous mettez dans l'enveloppe T, vous postez, et vous avez le résultat quelques jours plus tard. Très simple. C'est plus possible de dire que c'était compliqué, machin, et que je ne fais pas, etc. Politique de l'autruche, je mets la tête dans le sable, et puis on passe à autre chose. Donc, il est ergonomique, il est plus simple parce que c'est qu'une selle, et il est surtout plus fiable. On va trouver 7 à 8 cancers sur 10, donc 70 à 80%, au lieu des 30 à 40% que je disais tout à l'heure. Et en plus, on trouve 20% des gros polypes. L'hémoculte, c'était que 5%, 4 fois plus de gros polypes. Donc, fiabilité plus grande et test plus simple, bien entendu qu'on en attend une plus grande participation. Et j'espère qu'en France, on dépassera les 50%. Et en Ille-et-Vilaine, où on est parti de haut, 52% dans les premières campagnes, où on est tombé à 42%, parce que les gens ont perdu un petit peu la foi dans le test, et les médecins traitants aussi,
on devrait, je l'espère, atteindre au moins 60% de participation. L'efficacité attendue, c'est quoi? Pour une participation de 50% de la population concernée, c'est 18 millions de personnes en France qui ont entre 50 et 74 ans. Le nombre de décès évités chaque année serait de 5 400 avec le test immunologique, je vous rappelle qu'il y a 18 000 morts, serait de 5 400 avec le test immunologique, alors qu'il serait de 2 500 avec le test hémoculte si le test hémoculte était fait à 50% de participation. Il n'est fait qu'à 30%. Donc on n'a pas ce chiffre aujourd'hui. On a probablement 1500 décès évités. Mais deuxièmement, on a aussi un effet, puisqu'on trouve des polypes, des gros polypes qui auraient pu donner un cancer qu'on va enlever à la coloscopie, on va aussi avoir un effet préventif et empêcher la survenue d'un cancer. Donc ce n'est pas qu'un bénéfice en termes de réduction de mortalité, c'est aussi empêcher des cancers de survenir. Alors c'est quoi le dépistage depuis 15 jours par le test immunologique? C'est toujours les hommes et les femmes de ce pays de 50 à 74 ans qui n'ont pas de facteur de risque élevé ou très élevé de cancer colorectal. Le test est à faire, comme disait le professeur Lebel, c'est pas parce qu'en 98 on vous avait dit qu'il n'y avait pas de cancer qu'il n'y en a pas un 10 ans plus tard. Donc il faut le faire tous les 2 ans. D'autant que le gros polype qu'on n'a pas trouvé il y a 2 ans, peut-être que ce coup-ci on va le trouver. Et que si le test est positif, c'est toujours moi aussi mon étonnement de voir que des gens ne font pas la coloscopie alors qu'on leur a trouvé un test positif. Si le test est positif, bien entendu qu'il faut faire la coloscopie. Le taux de positivité sera, avec le seuil de détection qui a été fixé, puisque c'est un dosage quantitatif, contrairement à l'hémoculte qui était une analyse qualitative du test, le seuil de détection a été fixé à 100 nanogrammes par millilitre d'hémoglobine. Pour ce seuil, on attend 4% de positivité du test. Voilà le test, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ce geste peut vous sauver la vie, donc faites-le. Vous allez me dire, mais si je suis, comme disait M. Lebel tout à l'heure, si j'ai 75 ans ou plus, pourquoi je suis privé du test? C'est vrai que c'est une excellente remarque, puisque là, vous avez le nombre de cas de cancer colorectaux en France en fonction de la tranche d'âge. En bleu, les hommes, en rose, les femmes. Eh bien, le dépistage par hémoculte s'arrête là, et vous voyez qu'après, vous avez encore beaucoup de cancers. Vous avez précisément 40% des cas de cancer colorectaux après l'âge de 74 ans, avec même davantage de femmes, alors que c'est les hommes qui prédominent. Eh bien, dans ces tranches d'âge, c'est davantage de femmes que d'hommes. Alors la réponse c'est que quand on fait de la santé publique, il faut bien donner des règles, qu'on est bien conscient qu'il y a un problème, que tout dépend de l'espérance de vie de chacun, de l'existence des facteurs de comorbidité, pas oublier les risques aussi de la coloscopie au bout d'un certain âge. Bref, il y a tout un tas de questions qui se posent et qui ne sont pas résolues. Des études sont en cours en France, des études pilotes sont en cours pour savoir quel serait le bénéfice d'un tel dépistage au-delà de 75 ans. Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, bonsoir. Je travaille donc dans le service de chirurgie gynécologique à l'hôpital Sud et dans le service de chirurgie sénologique au centre Eugène Marquis. Tout d'abord, comme M. Bretagne, on va rappeler les chiffres du cancer du sein en France. Cela touche un peu plus de 48 000 femmes par an, tous les ans, et va occasionner à peu près 12 000 décès par an. Donc c'est 36% des cancers de la femme. Les chiffres diffèrent parce qu'il était en population hommes plus femmes, et moi je me suis occupé que des femmes, vu que c'est ma partie. Et va entraîner 19% des décès par cancer chez les femmes. Ce cancer va toucher une femme sur 9, et on dit maintenant une femme sur 8. Donc c'est un cancer extrêmement fréquent dans la population féminine, évidemment. Et il survient dans 88% des cas après 45 ans. Donc c'est un cancer de la femme ménopausée majoritairement. Alors juste quelques chiffres sur le taux de survie. C'est pas parce qu'on diagnostique un cancer du sein qu'on va mourir tout de suite. Heureusement, la survie est bonne. À 1 an, on est à plus de 97% de survie. À 5 ans, 86%. À 10 ans, plus de 76%. Et il y en a d'autres raisons de mourir que le cancer. Voilà. L'incidence du cancer du sein augmente. Depuis une trentaine d'années, il a presque doublé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la population vieillit. Donc on fait plus de cancers du sein quand on est plus âgé que quand on est plus jeune.
Les habitudes alimentaires, pays occidentaux favorisent l'apparition du cancer du sein, notamment par l'alimentation. Mais dans le même temps, la mortalité par cancer du sein a été au moins stable et a un peu diminué, mais légèrement. Une courbe pour montrer à quel âge on fait un cancer du sein. Donc c'est après 50 ans, le pic d'incidence est entre 60 et 70 ans, ce qui explique les périodes de dépistage proposées en santé publique entre 50 et 75 ans. L'histoire naturelle du cancer, avant de faire un gros cancer, on fait un petit cancer. Donc, et cela met plusieurs années à arriver à un gros cancer. Beaucoup de patientes consultent en disant mais il faut me traiter de manière urgente parce qu'il va devenir plus gros, c'est vrai, mais ça évolue lentement. Entre la première cellule qui est donc une cellule cancéreuse et le cancer qu'on diagnostique cliniquement, cela fait plusieurs années. Donc on a le temps de s'occuper de ce cancer à partir du diagnostic. Et le but du dépistage, c'est de trouver un cancer avant qu'il soit palpable, avant qu'il soit clinique. Mais on estime qu'un cancer est palpable à partir d'1 centimètre et à moins d'1 centimètre, 5 mm, la mammographie peut le dépister. Tout l'intérêt du dépistage est là, c'est de trouver des cancers de petite taille, donc de bon pronostic, avec l'absence d'envahissement ganglionnaire qui est un des facteurs pronostiques majeurs. Cela permet des traitements moins lourds, donc d'être moins agressifs et avoir une meilleure qualité de vie et surtout, de diminuer la mortalité par cancer du sein. C'est le but ultime de tout dépistage, évidemment. Comment il se passe? Toujours la même tranche d'âge que le cancer du côlon, entre 50 et 74 ans. Il se fait par mammographie, donc des exemples d'appareils en bas à gauche de votre écran, qui permet de faire ces mammographies. C'est une radiographie du sein. Le sein est pris entre deux plaques. Certaines patientes indiquent que ça fait mal, car ça comprime un petit peu le sein. Et tous les 2 ans, et on fait 2 clichés par sein et un examen clinique. C'est le radiologue qui s'en occupe. Et si on participe au dépistage organisé, c'est-à-dire celui pour lequel on reçoit une convocation par les instances, et en Ille-et-Vilaine, l'ADECI, il va y avoir une deuxième relecture des clichés par un deuxième radiologue expert, tout ça pour augmenter les performances diagnostiques de cette mammographie. Donc l'exemple de différentes associations qui s'occupent de dépistage en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, donc c'est le dépistage ADECI, qui va dépister 118 000 femmes par an en France. Pour le dépistage, il y a des fausses croyances dans la population, comme nous tous. Dès qu'on a un diagnostic de cancer, on pense qu'il est fatal. On a vu qu'à 5 ans, ou même à 10 ans, on n'avait que 76%, on a 76% de survie, ce qui est donc un bon pronostic. Donc tout cancer n'est pas fatal, heureusement. La deuxième fausse croyance régulièrement qu'on a avec les patientes qui viennent consulter en disant « je ne comprends pas, je fais ma mammographie tous les ans ou tous les 2 ans et j'ai un cancer ». Ça, c'est assez récurrent. Et le dépistage par cancer du sein n'évite pas le cancer, il permet de trouver des petits cancers pour éviter d'en mourir. Donc c'est ça. Et ensuite, un certain nombre de choses qu'il faut comprendre, les faux positifs et négatifs et le surdiagnostic et surtraitement. Pour assurer et inciter à réaliser ce dépistage par cancer du sein, pour 100 mammographies faites entre 50 et 75 ans, 95 seront normales. Ce n'est pas parce qu'on fait une mammographie qu'on va trouver un cancer. 5 vont trouver des anomalies à la radiographie. Encore une fois, ce n'est pas forcément encore un cancer. Sur ces 5 anomalies, qui vont en général nécessiter d'autres examens, comme des biopsies, un seul va correspondre à un authentique cancer du sein qu'on devra traiter comme tel. Ce dépistage permet réellement de diagnostiquer des petits cancers. Plus de la moitié des cancers sont à un stade précoce de moins d'1 centimètre ou des étapes précancéreux, comme le carcinome canalaire in situ. 66% des cancers diagnostiqués montrent l'absence d'envahissement ganglionnaire, donc, ce qui facilite le traitement et diminue les toxicités de ce traitement. Il diminue la mortalité. Il y a eu des débats longs et houleux sur cette question, sur des essais qui ont été malmenés, qui montraient l'absence de gains de bénéfices sur la mortalité, mais il permet de diminuer, et plusieurs études sont concordantes pour le dire, de 25 à 30% la mortalité induite par cancer du sein. Et ça c'est en santé publique qu'on évoque ça, seulement pour la population invitée. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas se soumettre ou venir faire ses mammographies, et c'est dans cette population-là qu'on a une diminution de la mortalité. Si on fait son dépistage, si on participe à celui-ci, on estime que la diminution de risque de cancer, de décès par cancer de 40 à 50%, donc encore supérieur à cette population invitée.
Ce bénéfice sur la diminution de la mortalité par cancer varie en fonction de l'âge. En fait, après 60 ans, le bénéfice est majeur, plus de 30% de diminution de décès par cancer. Et pour éviter un décès par cancer, il suffit de faire 400 mammographies. Entre guillemets, il suffit. Par contre, si on est un peu plus jeune, il faut faire plus de mammographies pour diminuer le risque d'un décès. Entre 50 et 60 ans, c'est 900 mammographies. Par contre, entre 40 et 50 ans, c'est plus de 2000 mammographies qu'il faut faire pour éviter un décès par an. C'est pourquoi il n'est pas organisé ni recommandé par les instances en termes de santé publique entre 40 et 50 ans, même s'il peut diminuer la mortalité par cancer. Il faut savoir, et c'est aussi une des raisons pourquoi on ne l'a pas proposé de manière systématique avant 50 ans, que le cancer du sein, c'était aussi l'une des épines dans le pied de ce dépistage, c'est qu'il y a un risque de surdiagnostic. Un surdiagnostic de cancer, c'est on a trouvé un authentique cancer du sein, mais si on ne l'avait pas trouvé, il n'aurait jamais fait parler de lui. On serait mort avec lui, c'est un petit cancer qui serait resté indolent. On n'aurait jamais su qu'on aurait fait un cancer, on n'en serait jamais mort. Et donc c'est ça qu'on appelle le surdiagnostic. Il est calculable à l'échelle d'une population. C'est-à-dire qu'on estime que pour 100 patientes qui font une mammographie, 10% ont un surdiagnostic, c'est-à-dire qu'on leur trouve un cancer qui n'aurait jamais été symptomatique. Mais à l'échelon individuel, on est incapable de faire la différence entre quelqu'un qui aurait eu un cancer qui n'aurait jamais fait parler de lui et un cancer qui va faire parler de lui un jour dans la vie de la patiente. Et on estime qu'il existe un cas de surdiagnostic pour un cas de de décès évité. Qui se soumet au dépistage ? À peu près plus de 60% de la population française de 50 à 75 ans fait une mammographie. 45% dans le cas du dépistage organisé, c'est-à-dire vient à l'invitation proposée par courrier de manière systématique. 15% va juste consulter son médecin car il préfère faire une mammographie sur ordonnance, mais du coup, il se prive de ces doubles lectures par le radiologue avec une possibilité d'amélioration de la sensibilité du dépistage. Et 36% vont faire un dépistage autonome entre 40 et 50 ans, à tort ou à raison. Il y a un bénéfice sur la mortalité par décès par cancer du sein, par contre, et il y a un maléfice sur le risque de surdiagnostic, surtout dans cette tranche d'âge-là. Cette participation au dépistage est inégale sur les territoires. En Bretagne et Pays de Loire, on y participe beaucoup. Dans d'autres régions, beaucoup moins. Ça peut tomber à moins de 40% dans certaines régions. Dépistage un peu inégal aussi selon le territoire en Ille-et-Vilaine. Les rouges, c'est dépistage inférieur à la moyenne du département, et les jaunes, c'est les bons élèves, c'est-à-dire on participe plus au dépistage. Et la moyenne totale est de 63%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Enfin, pour ou contre le dépistage entre 40 et 50 ans, ça fait parler beaucoup d'encre. Personne n'est réellement d'accord. Il y a un gain sur la diminution de la mortalité, mais aussi un risque de faux positifs, c'est-à-dire de surdiagnostic et donc de maléfices pour les patientes, sans compter l'inquiétude causée par une image qu'on a vue à la mammographie, qu'il faut explorer par biopsie, l'attente des résultats pendant 6 semaines. Donc toute patiente qui fera une mammographie entre 40 et 50 ans devra avoir cette notion-là. Je diminue mon risque de mourir par cancer du sein, mais j'augmente mon inquiétude de trouver des choses qui n'auraient jamais fait parler d'elle, et donc dans le cadre de l'enquête diagnostique. Dépistage par cancer du sein ne veut pas dire protection contre le cancer. Si on a fait son dépistage, mais que des signes cliniques apparaissent sur son sein, il faut quand même consulter. Ce n'est pas parce qu'on a fait une mammographie qu'il y a 1 an qu'un cancer ne peut pas apparaître entre. Soit que la mammographie ne l'a pas vu, soit que c'est un cancer qui va assez vite et qui apparaît. Donc toute modification du mamelon, de la forme du sein, surtout de manière unilatérale, devra faire consulter pour faire une mammographie et des examens en conséquence. Entre 40 et 50 ans, donc mammographie actuellement non recommandée, mais la vraie question, il faut adapter ce dépistage au risque. Ce n'est pas la même chose entre une patiente qui a 45 ans, qui n'y a pas du tout de cancer du sein dans sa famille, et une patiente dont la sœur a eu un cancer du sein, sa mère et sa grand-mère. Pour celle-ci, le dépistage individuel aura du sens. Voilà. Par exemple, comme dépistage individuel qui devra être organisé pour les patientes qui ont un gros risque de cancer du sein, notamment les patientes
dans lesquels il y a des familles à cancer du sein, notamment dans lesquelles on a trouvé des mutations de gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, pour lesquels on sait qu'il y a un risque sur 2 d'avoir un cancer du sein. Donc pour celles-ci, il y a des dépistages qui sont ciblés, comme l'a évoqué déjà avec le syndrome de Lynch, Monsieur Bretagne, pour le cancer du côlon. Et pour ces patientes-là, avec un dépistage ciblé, on propose aussi des préventions ciblées, tout comme des mammectomies prophylactiques et des ovariectomies. Bien entendu, on ne va jamais proposer ce genre de choses à quelqu'un qui n'a pas cette mutation. Donc c'est pour des populations très ciblées à qui on propose des recommandations très particulières. Angelina Jolie en est l'archétype car elle s'est fait ôter les seins, ça a été assez médiatisé. Je vous remercie. Alors nous allons finir par la prostate. Et comme vous l'avez peut-être constaté, la chronologie des présentations est la même que celle des incertitudes. On a commencé par le côlon parce que le bénéfice est évident et non discutable. Il y a quelques petites incertitudes sur le sein et vous allez voir qu'il y a plus d'incertitudes sur la prostate. Alors le sein, tout le monde voit à peu près où c'est et à quoi ça sert. La prostate, c'est un petit peu moins évident. Donc la prostate, c'est une petite glande de la taille d'une châtaigne qui se situe sous la vessie des garçons, qui se développe à la puberté et qui vieillit à partir de 40 ans. Cette prostate, elle n'a qu'un rôle, c'est activer les spermatozoïdes, les rendre fécondants. Sans prostate, il n'y a pas de bébé. Par contre, en vieillissant, c'est que des soucis. Pourquoi ? Parce que la prostate, c'est une tranche de prostate, c'est comme un fruit. Il y a une écorce et une pulpe, sauf qu'il y a un tuyau pour faire pipi au milieu. Et vous voyez que la pulpe du fruit au milieu grossit et donne des nodules, et ça appuie sur le tuyau et ça gêne pour uriner, alors que le cancer, lui, ne se développe que dans l'écorce. Et donc, il ne gêne pas forcément pour uriner. Ce n'est pas la même chose. Le seul point commun, c'est l'âge. Alors, le cancer de la prostate, un petit peu de chiffres aussi pour la prostate. 2500 cas en Bretagne, 53 000 en France. Ça fait quand même plus de 600 000 en Occident. Et peu de formes familiales sur une population nationale. En mortalité, c'est 8 000 décès par an. Vous voyez que c'est le plus fréquent, mais c'est que la 3e cause de décès, entre guillemets, car c'est une tumeur très hétérogène qui va souvent évoluer lentement. C'est une tumeur qui survient après 50 ans et près de la moitié des diagnostics sont effectués après 75 ans, c'est-à-dire en dehors de la zone de dépistage. Alors pourquoi on fait un cancer de la prostate ? Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Les Chinois ne font pas de cancer de prostate, mais l'espérance de vie en Chine est de 47 ans. La race, les Afro-Antillais font plus de cancer de prostate. Les antécédents familiaux, là encore, c'est les antécédents directs, père, frère, oncle. La latitude, plus vous voyez de soleil, plus vous bossez votre stress oxydatif et mieux ça va. Et puis, vous avez des facteurs environnementaux. Alors, c'est d'abord et avant tout le régime alimentaire. Le cancer de prostate est devenu une maladie professionnelle pour les agriculteurs exposés aux pesticides. Et on sait depuis maintenant une vingtaine d'années la responsabilité des pesticides dans le cancer de la prostate. On ne peut pas dire que ça a beaucoup modifié nos pratiques. Et puis, des molécules qu'on regroupe sous le nom de perturbateurs endocriniens, dont vous avez entendu récemment parler sous forme de bisphénol A et autres produits qu'on trouvait dans les biberons, ce qui était particulièrement adapté, puisque les périodes où la prostate est la plus fragile à tous ces produits-là, c'est dans le ventre de la maman et à la puberté. Donc pour nous, les uns et les autres, il y a longtemps que c'est joué. On avait, si juste un petit mot de chimioprévention, on a testé des médicaments pour essayer de prévenir le cancer de la prostate avec des résultats mitigés. Avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, manger crétois, comme pour le cardiovasculaire et comme pour le côlon et les autres cancers, c'est efficace. On a la particularité dans la prostate d'utiliser des produits anti-stress oxydatif comme le jus de grenade ou les extraits de brocoli. Alors le jus de grenade, ça peut se boire en verre, puisqu'un verre suffit. L'extrait de brocoli, vaut mieux le prendre en gélule, puisqu'il faut en manger 2,5 kg cru par jour. Donc 6 petites gélules, c'est très bien.
Et puis, comme pour les autres cancers, on a constaté que les gens qui prenaient certains médicaments faisaient moins de cancer. Et pour la prostate, on a l'aspirine, là encore, les statines et la metformine. Alors le cancer de prostate, c'est une maladie qui n'est pas récente et qu'on a commencé à traiter à l'après-guerre avec la castration chirurgicale. L'essence de la prostate et du cancer de la prostate, c'est la testostérone. Si vous enlevez les testicules, il n'y a plus de testostérone. Alors ça ne guérit pas le cancer, mais ça le ralentit un certain temps. Et ça évalue à M. Huggin, qui avait découvert ça, un prix Nobel. 1987, c'est une année importante pour la prostate. Tout d'abord parce qu'on a pu remplacer l'ablation des testicules, qui est quand même peu glamour, par des médicaments, ce qui était un peu plus facile d'utilisation. Et puis parce que c'est l'année de commercialisation du PSA. Alors le PSA, on a tous entendu parler de ça. Le PSA, c'est une protéine qu'on mesure dans le sang. C'est une protéine qui appartient à une famille de protéines qui s'appelle les callicréines. Celle-là, c'est la 3. Et les callicréines, ça sert à rendre les liquides liquides. Donc, chez les garçons, c'est le sperme. S'il n'y a pas de PSA, le sperme, il n'est pas liquide. C'est moins facile à utiliser. Mais ce n'est pas spécifique du sperme. La femme enceinte, dans le lait maternel et dans le liquide amniotique, a plein de PSA, parce qu'il faut que ça soit liquide aussi. Donc le PSA, c'est spécifique de la prostate chez les garçons, mais ça appartient à une grande famille de molécules. En tout cas, l'arrivée de ce PSA sur le marché a permis de faire du dépistage dans le cancer de la prostate en associant la prise de sang, le PSA et le toucher rectal. Ce dépistage, il a été rapidement, dès les années 90, mis en place dans certains pays. Et le pays qui est allé le plus loin dans la démarche, c'est les États-Unis, où on a proposé un dépistage systématique aux hommes de 50 à 74 ans, ayant un PSA supérieur à 2,5, ce qui était extrêmement bas, et on réalisait systématiquement des biopsies de prostate. Dans le cadre de ce dépistage, 25% des biopsies revenaient positives. Et ces gens, chez qui on a trouvé un cancer de prostate, ont été traités. Alors, l'arrivée de cancer à un stade curable a fait réfléchir à la question des traitements. Et dans cette période, on a vu se développer les traitements curatifs du cancer de la prostate. Vous voyez tout d'abord la chirurgie, ce qu'on appelle la prostatectomie radicale, le fait d'enlever toute la prostate. Et donc, la première chirurgie a été faite en 1984. Et vous voyez que l'évolution technologique a été rapide avec la cœlioscopie en 1998. Ça, c'est une première française. Et l'arrivée des robots en 2001. La radiothérapie, qui est l'autre traitement des cancers de prostate, a aussi beaucoup progressé. Alors tout ça, ça paraît très séduisant. Mais malgré tout, en 2012, le professeur Ablin, qui est le monsieur qui a découvert le PSA en 1970, a écrit un article dans le New York Times pour dire qu'il était vraiment désolé d'être responsable d'une telle catastrophe sanitaire. Alors pourquoi cette idée qui était bonne n'a pas fonctionné? Pour deux raisons. D'abord parce que l'outil, on ne l'a pas bien utilisé. Et là, je vais vous donner un exemple français. C'est un tableau un peu complexe, mais il faut regarder dans l'encadré rouge. C'est la pratique du PSA dans la vraie vie, en Languedoc-Roussillon, en 2007, et donc en France. Et vous voyez que si on veut faire du dépistage, il faudrait mesurer le PSA des hommes entre 50 et 74 ans. Et vous voyez que dans la case 50-54 ans, il y a un tiers des gens qui ont fait un PSA. Et si vous regardez la totalité de la colonne, vous avez plus de chances en France en 2007 d'avoir un PSA à plus de 90 ans qu'à 50. Donc l'outil n'a pas été bien utilisé par les docteurs et par les patients. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un souci de réservoir. Ça, c'est la population, c'est une représentation des hommes de plus de 50 ans, enfin 50 à 79 en France. Vous voyez que le grand cercle, le orange, représente tous les hommes de 50 à 79 ans en France. Le cercle bleu, qu'on appelle le réservoir, c'est tous ceux qui ont des cellules cancéreuses dans leur prostate. C'est 78%. Globalement, c'est probablement un vieillissement normal de la prostate, sauf que de temps en temps, il s'emballe. Et donc, si vous faites un PSA et un toucher rectal sans réfléchir, et que vous faites une biopsie, vous allez piocher dans le réservoir.
Mais vu l'importance du réservoir, vous avez de grandes chances de trouver quelque chose. Hein, vous voyez, 78% des gens, des hommes de plus de 50 ans, ont des cellules cancéreuses dans leur prostate. Pourtant, le cercle beige, seulement 14% ont un PSA élevé. Le cercle rouge, seulement 5% vont faire un vrai cancer de la prostate, c'est-à-dire quelque chose qui va donner des signes cliniques ou éventuellement tuer les gens. Et à l'arrivée, 2% en meurent. Donc 78% des cellules cancéreuses, 2% meurent du cancer. Alors il y a eu des grandes études qui ont été publiées en 2011 et en 2012 aux États-Unis et en Europe pour essayer de voir quel était l'impact réel du dépistage du cancer de la prostate. Je vous les ai mis l'une à côté de l'autre. L'étude PLCO, c'est l'étude américaine. Et vous voyez que dans cette étude-là, que vous soyez dépisté ou pas, il n'y a pas de différence en termes de survie. Cette étude, elle a un biais énorme. C'est que dans le groupe dit contrôle, les gens qui ne faisaient pas le dépistage, il y en a une majorité qui l'a fait quand même parce qu'on ne sait jamais. Donc il y a un biais important. Dans l'étude européenne, qui est l'ERSPC, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une étude qui inclut à peu près 150 000 hommes en Europe. Là, il y a un bénéfice au dépistage, et ce bénéfice, il est à 10 ans d'environ 20%. Si vous faites le dépistage, vous réduisez votre risque de mortalité par cancer de la prostate d'environ 20% à 10 ans. Montré autrement, ça donne ça, avec mes petits smileys. Donc, tous mes petits smileys noirs, c'est les gens qu'il faut dépister. Les jaunes, c'est les gens qu'il faut traiter. Tout ça pour sauver le rouge. Et comme le rouge, vous lui avez gagné en moyenne 4 à 5 ans d'espérance de vie, tous les jaunes qui ont été traités peuvent espérer un gain moyen de 2 à 3 mois d'espérance de vie. Tout ça pour ça. Ce qui est très important, c'est la durée, c'est l'espérance de vie, et c'est pour ça qu'il y a une limite à 74 ans. C'est que vous voyez qu'on est à 1 sauvé pour 48 traités à 10 ans, mais on est à 1 sauvé pour 20 traités à 12 ans. Et à 15 ans, c'est encore moins. Donc, se faire dépister du cancer de la prostate, c'est prendre un pari sur l'avenir, c'est de se dire, moi, dans 12 ou 15 ans, je serai toujours en forme. C'est pour ça qu'au-delà de 75 ans, ça devient un pari audacieux. Alors, aux États-Unis, il y a un service de réflexion sur les attitudes de prévention, qui a un nom un petit peu barbare. Et ce service a réfléchi à l'intérêt du dépistage du cancer de la prostate comme il avait été organisé aux États-Unis. Et les conclusions ont été données lors d'un congrès international en 2013. Et il a été conclu que le dépistage par le PSA et le toucher rectal, bien sûr, ça sauvait des vies, mais avec un coût en termes de séquelles pour les gens et avec un coût économique qui n'était pas rentable. Et donc, ce service de réflexion a dit que la balance bénéfice-risque du dépistage du cancer de la prostate par le PSA était défavorable. Globalement, dans une société qui va vite et qui médiatise tout et qui simplifie tout, on s'est arrêté à ça. Et donc on a dit, le dépistage du cancer de la prostate, c'est pas bon, on arrête. Et sont apparus, touche pas à ma prostate et tout ça. En tout cas, on a constaté depuis une nette diminution du dépistage aux États-Unis et une diminution de demande de diagnostic précoce en France, puisqu'il n'y a pas de dépistage organisé. Par contre, nous, on voit depuis quelques mois réapparaître des cancers graves qu'on n'avait pas vus depuis la fin des années 80. Et puis, les recommandations de ce comité de réflexion américain, on n'a lu que le titre. Personne n'a regardé ce qui était marqué. Ce que dit le comité, c'est que faire un dépistage organisé, comme il vous est proposé pour le sein et pour le côlon, c'est pas intéressant dans la prostate, en tout cas dans cette vision américaine. Mais malgré tout, ça reste important de proposer aux gens de faire un PSA, de bien les informer du risque de surdiagnostic, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir compris avant de faire son PSA qu'on pouvait vous trouver des cellules cancéreuses et c'est pas pour ça que vous êtes malade. Et ça, il faut bien le comprendre avant. On peut, puisqu'il y a des cancers qui ne tuent pas les gens, simplement les surveiller. Et puis qu'il faudra faire évoluer ce dépistage systématique américain vers quelque chose qu'ils appellent un diagnostic précoce individuel intelligent. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on fait en France depuis 20 ans.
Donc, ce que propose l'Association française d'urologie sous forme de dépistage, c'est ça. C'est un diagnostic précoce, individuel, entre guillemets intelligent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que vous ayez un PSA à 5,5 pour qu'on vous saute dessus et qu'on fasse des biopsies. Il faut regarder le toucher rectal, il faut voir les antécédents de la famille, il faut voir les dosages précédents, il faut peut-être se donner 3 ou 6 mois pour refaire d'autres prises de sang. Et quand le faisceau d'arguments devient un petit peu plus épais, à ce moment-là, on fait des biopsies. À faire comme ça, ici, dans le service du CHU de Rennes, on arrive, malheureusement, à avoir à peu près 60% des biopsies qui sont positives. Rappelez-vous, dans le dépistage systématique, c'était seulement 25%. Donc, on évite des biopsies à plein de monde. Alors, ce qui est recommandé par les urologues français, c'est quand même de faire un PSA et un toucher rectal entre 50 et 70 ans, si on le souhaite et si on a bien compris cette nuance entre être porteur de cellules cancéreuses et avoir un cancer. Il faut faire particulièrement attention aux populations à risque, et là on commence plus tôt, c'est les Afro-Antillais, et c'est les gens qui ont 2 antécédents directs dans la famille. Par contre, plus vous êtes âgé, plus il faut être prudent avec ce dépistage, parce que ça ne sert à rien d'être opéré d'un cancer de la prostate pour éviter d'être malade 15 ans plus tard si vous avez une espérance de vie qui est très inférieure à ça. Alors, comme on est dans des incertitudes d'individualisation, on ne connaît pas bien l'histoire naturelle de chacun, qui va évoluer, qui ne va pas évoluer, eh bien, au même titre que quand on a lancé les dépistages dans les années 90, on a fait évoluer les technologies, on a maintenant une évolution des technologies diagnostiques. Alors, soit des prises de sang ou des marqueurs biologiques, et le PSA total, qui est celui que vous avez actuellement au laboratoire, sera probablement un jour remplacé par une forme plus performante qui s'appelle le -2 Pro PSA, qui est disponible en France, ça coûte 95 €. Évidemment, ce n'est pas remboursé. Vous avez aussi des tests urinaires qui sont disponibles et non remboursés, qui s'appellent le PCA3, c'est 300 €. Et puis commencent à apparaître des tests génomiques, alors ça existe dans le sein déjà, où on va vous faire une prise de sang. Et on va regarder dans votre ADN si vous êtes porteur des mutations les plus fréquemment retrouvées dans le cancer de la prostate. Donc ça, c'est très individuel. C'est encore en évaluation. Ça n'est disponible qu'aux États-Unis contre 3 000 $. L'imagerie fait aussi d'énormes progrès avec l'IRM et avec des technologies qu'on appelle les TEP. Et on aura probablement, dans les années qui viennent, la capacité de vraiment viser les tumeurs de façon plus précise. Donc tout ça évolue. Mais en tout cas, passer d'une période où, rappelez-vous l'histoire, avant les années 80-90, les cancers de prostate, on les trouvait que quand la prostate était partie se balader dans les os, avec des métastases. Et on guérissait personne. D'un seul coup, on s'est retrouvé extrêmement puissant avec ces outils-là, et on a été capable de trouver plein de cancers. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On les a soignés, jusqu'à l'excès. Et aujourd'hui, il faut revenir sur quelque chose de plus raisonnable, qui est un compromis entre les deux, mais probablement pas rebasculer vers plus de PSA du tout. Et bien, c'était la conclusion. Je vous remercie.